Donc bonjour, on va voir l'imagerie du foie. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Il faut cerner les méthodes d'exploration du foie. Il faut décrire la radioanatomie du foie essentiellement sur l'échographie et puis reconnaître les signes sémiologiques des différentes pathologies hépatiques. Le plan qu'on va adopter est le suivant. On va voir après l'introduction les différents moyens d'exploration dont on dispose pour explorer le foie. Puis on va voir la radioanatomie normale du foie avant de voir les différentes pathologies, notamment la pathologie tumorale bénigne et maligne et la pathologie infectieuse et parasitaire. Donc le foie, comme vous le savez, c'est la plus volumineuse glande du tube digestif. Sa pathologie, elle est très fréquente et surtout variée. Donc l'échographie reste l'examen de première intention pour explorer le foie, qu'on va compléter par les autres techniques en fonction de la pathologie suspectée. Donc les techniques dont on dispose, on a d'abord l'ASP qui reste un examen très peu utile et très peu utilisé pour l'exploration hépatique. L'échographie couplée au Doppler qui est l'examen de première intention qui parfois reste le seul examen à réaliser, enfin nous poser le diagnostic positif recherché. L'échographie peut être donc complétée par un scanner ou éventuellement une IRM en fonction de la pathologie qu'on recherche. La radiologie interventionnelle, là aussi elle est importante, la radiologie vasculaire, notamment l'angiographie avec les différents gestes thérapeutiques possibles donc vont être vus par la suite. Donc d'abord le cliché sans préparation, donc l'ASP, il faut savoir que c'est un examen qui est très peu utile. Il peut montrer dans certaines situations des calcifications qui peuvent être liées soit à des calcifications vésiculaires, donc des lithiases ou des calculs vésiculaires, ou parfois des lésions kystiques calcifiées qui sont les kystidatiques qui peuvent donc être vues sur ce cliché d'ASP. En dehors des calcifications, on peut objectiver également de l'air, donc il peut témoigner soit d'une aérobilie, soit d'une aéroportie, ou parfois donc de certains abcès sous-phréniques qui peuvent donner donc une image de niveau hydroaérique en sous diaphragmatique droit. Donc ça c'est l'intérêt. Vous avez ici un exemple donc avec des calcifications qui se projettent au niveau de l'air hépatique sur l'ASP. Alors l'échographie, comme on l'a dit, c'est l'examen de première intention, donc il faut le faire après l'examen clinique. C'est un examen qui reste disponible, anodin, accessible et reproductible. Il va permettre une excellente étude du foie et des voies biliaires. Généralement, il est suffisant pour poser le diagnostic, comme on l'a dit. Donc les autres explorations vont être essentiellement complémentaires. Donc là, vous voyez des images sur... des images d'échographie où on voit le parenchyme hépatique avec le rein droit, ici le parenchyme avec la vésicule biliaire. Alors sur le plan technique de l'examen, donc c'est un examen qu'on va réaliser avec des sondes sectorielles convexes, généralement de 3,5 MHz chez l'adulte, environ 5 MHz chez l'enfant. Donc le patient doit être à jeun, d'un minimum de 6 heures, donc pour pouvoir explorer la vésicule biliaire. On peut s'aider parfois d'une inspiration profonde, d'un décubitus latéral gauche pour pouvoir dégager les gaz et pouvoir donc visualiser correctement le foie. Donc souvent on va s'aider de l'écho-Doppler, notamment quand on a des lésions nodulaires intrahépatiques pour étudier la vascularisation de ces lésions. Actuellement, l'échographie de contraste apporte un plus dans l'exploration donc de la pathologie nodulaire hépatique. Les limites de cet examen, bien sûr, ils sont connus. C'est essentiellement les patients obèses, quand des patients sont très météorisés avec d'importants gaz digestifs, ou parfois quand il y a des cicatrices abdominales, des drains, de la tuyauterie au niveau abdominal. Et surtout, ça reste un examen qui est opérateur dépendant, donc qui dépend de l'expérience de son opérateur, et donc sa validité va également en dépendre. Donc c'est un examen qui n'a pas de contre-indication connue à ce jour. Alors sur le plan anatomique, il faut savoir que le foie présente une écostructure qui est très fine, qui est homogène généralement, donc c'est sur un foie normal. Alors si on le compare par rapport au cortex rénal, il est discrètement échogène, ses contours sont réguliers, donc on essaie de suivre la capsule hépatique qui est
hyperéchogène. Donc là, on la voit, il faut qu'elle soit régulière. On va visualiser les différentes structures vasculaires en son sein. Donc si vous regardez ici le parenchyme, c'est des échos fins, proches, homogènes, avec des images canalaires ou annulaires qui sont anéchogènes, qui correspondent soit aux veines sushépatiques, comme vous voyez ici, donc les veines sushépatiques qui convergent vers la veine cave inférieure, ou des branches veineuses portales avec une paroi échogène, comme vous voyez sur cette image. Donc cette vascularisation, aussi bien sushépatique que portale, va permettre donc une segmentation hépatique et donc elle va permettre de préciser le siège, notamment quand on a des lésions nodulaires ou tumorales. Troisième technique dont on dispose, c'est le scanner, la tomodensitométrie. Alors on la réalise d'abord sans injection de produits de contraste pour rechercher des calcifications, pour rechercher des signes, des stigmates d'hémorragie ou d'hématome. Donc l'intérêt, c'est d'étudier la densité spontanée du foie. Et puis, on va réaliser une injection intraveineuse de produits de contraste iodés. Donc, cette injection doit respecter les temps vasculaires. Donc, on a d'abord un temps artériel qui est précoce, puis un temps veineux ou un temps portal, et puis un temps tardif. Donc à chaque fois qu'on a une lésion nodulaire intrahépatique, on va devoir faire ces différents temps, donc sans injection, après injection de contraste au temps artériel, au temps veineux et au temps tardif, pour étudier la cinétique vasculaire et le comportement vasculaire de ces lésions, ce qui va orienter bien sûr le diagnostic. Voici donc un scanner d'un foie normal. Vous avez sans injection de produits de contraste. Donc on voit le on voit le foie avec la rate. Donc c'est pratiquement la même densité, très proche. Vous voyez ici l'aorte, la vertèbre et bien sûr les côtes avec les muscles. Après injection, donc vous voyez le rehaussement de l'aorte et le rehaussement des organes pleins, donc notamment la rate et le foie avec le rehaussement des veines sushépatiques et des veines portales. Donc l'IRM également, c'est une technique fort intéressante dans l'exploration du foie. C'est un examen qui n'est pas invasif, il est même plus sensible que le scanner pour la détection des petites lésions hépatiques. Son problème, c'est que ça reste un examen qui est peu disponible et assez onéreux par rapport au scanner. Donc l'intérêt, c'est essentiellement la recherche de la pathologie tumorale intra-hépatique. Bien sûr, ces indications sont multiples, mais on ne va pas parler des autres. Donc techniquement, on va faire un examen d'abord sans contraste, donc en réalisant des séquences T1, des séquences T2, in phase, out phase, des séquences sans et avec saturation de la graisse, et puis on va réaliser également une injection du produit de contraste gadoliné, donc en respectant les différents temps vasculaires dont on a parlé déjà au scanner, c'est-à-dire un temps artériel, un temps veineux et éventuellement un temps tardif. Donc, cinquième méthode d'exploration, c'est la radiologie, on va dire, interventionnelle, qui peut être soit à visée diagnostique, et dans ce cas-là, c'est essentiellement les ponctions biopsie, qui soient guidées par échographie ou par scanner. C'est les angiographies, qui peuvent donc détecter les lésions vasculaires. Et bien entendu, il y a les techniques à visée thérapeutique. Là, il peut s'agir soit d'un drainage d'abcès, soit d'un drainage biliaire, soit carrément d'une embolisation, une chimioembolisation ou une radioembolisation des tumeurs intrahépatiques. Donc là, la panoplie de l'interventionnel hépatique, il est assez grand, donc on ne va pas trop le détailler dans ce cours. Alors, on passe à la pathologie. Donc, on commence par la pathologie tumorale hépatique. Et le premier dont on va parler ici, c'est les tumeurs malignes du foie. Donc, les tumeurs malignes sont scindées en tumeurs malignes primitives ou secondaires. Il faut savoir que les tumeurs secondaires ou les métastases hépatiques constituent les tumeurs malignes les plus fréquentes, alors souvent détectées par l'échographie. Il peut s'agir soit d'un patient qui est déjà connu porteur d'un cancer, et là le diagnostic généralement est plus simple, soit de découverte fortuite, et là il faut faire l'enquête étiologique, donc à la recherche d'une cause ou d'un primitif à ces lésions. Le diagnostic reste simple également quand on a une multitude de lésions, donc l'origine métastatique est généralement plus fréquente.
Donc l'aspect de ces métastases, il va dépendre du néoprimitif. Donc il faut savoir que les métastases hépatiques peuvent prendre tous les aspects imaginables, peuvent être hyperéchogènes, ils peuvent être isoéchogènes, hyperéchogènes, anéchogènes parfois, donc des lésions kystiques peuvent être très vascularisées, hypervascularisées, peuvent être hémorragiques ou calcifiées. Tout cela, bien sûr, va dépendre du primitif. Non seulement elles peuvent être nodulaires, mais elles peuvent être également infiltrantes, donc ou en plage, d'accord, unique ou multiple, donc l'aspect, il est très variable. Ce qu'il faut retenir, c'est deux aspects qui sont très évocateurs, c'est l'aspect en cocarde ou l'aspect en cible, donc hétérogène, comme vous voyez là, donc ces lésions métastatiques, donc hyperéchogènes avec un centre nécrosé, une couronne hypoéchogène, ou l'inverse, donc un centre hyper, une couronne hypo, ou un centre hypo et une couronne hyper. Donc là, tous ces aspects orientent fortement vers l'origine métastatique. D'autres exemples, vous voyez ici la multitude des lésions donc, qui orientent vers la malignité. Voilà ici également donc un aspect hyperéchogène avec une cocarde hypoéchogène tout autour, deux lésions ici donc en faveur de l'origine métastatique. Sur le plan scanographique, là aussi, donc l'aspect n'est pas très caractéristique, mais généralement, ce qu'on retrouve, c'est des nodules très hypodenses, uniques ou multiples, qui peuvent être rehaussés ou pas en périphérie, en couronne. Cela va orienter vers l'origine secondaire, notamment quand un primitif est déjà connu. Voilà donc des exemples sur un scanner hépatique où vous voyez des images nodulaires, hypodenses, multiples, infiltrant tout le foie avec une prise de contraste en périphérie. Donc ça, c'était pour les tumeurs malignes secondaires. On passe aux tumeurs malignes primitives. Et comme chef de file, on va voir l'hépatocarcinome ou le carcinome hépatocellulaire, qui reste la tumeur primitive la plus fréquente du foie. Donc pour le diagnostic, il faut s'aider de la clinique, il faut s'aider de la biologie avec la recherche des alpha-fétoprotéines. Et parfois, donc l'imagerie peut à elle seule poser le diagnostic. Quand on n'y arrive pas, on a recours à une ponction, biopsie donc de la lésion tumorale pour confirmer le diagnostic. Alors, la facilité de ce diagnostic repose essentiellement sur la présence de cirrhose. Donc, un patient ou un foie de cirrhose, il est simple de rechercher donc un nodule et donc de le rattacher à une origine tumorale maligne. Donc, là, vous avez des exemples où on a donc des nodules hypoéchogènes, s'ils sont petits, deviennent échogènes et hétérogènes, plus ils prennent du volume, comme c'est le cas ici. Donc, il s'agissait d'un CHC nodulaire. Donc là, la surveillance des patients cirrhotiques, elle est importante à la recherche justement de ces nodules hépatiques qu'il faudra caractériser et qu'il faudra confirmer donc l'origine pour pouvoir les traiter. Donc les aspects également pour le CHC sont variables. Il peut s'agir soit d'une forme nodulaire ou d'une forme infiltrante, diffuse. Donc l'aspect il est hypo, iso ou hyperéchogène, homogène ou hétérogène en fonction, donc on a dit, de la taille de ce nodule. Donc il faut rechercher systématiquement la présence d'une thrombose portale. Chaque fois qu'on a un nodule intrahépatique associé à une thrombose portale, c'est un CHC jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est un signe important qui peut orienter vers le diagnostic. Il faut également rechercher les signes de cirrhose, comme on l'a dit, donc les contours irréguliers, l'aspect hétérogène de l'écostructure hépatique et surtout la dysmorphie hépatique qui peuvent orienter. Si on cède de l'écho-Doppler, là on va voir que c'est une tumeur le plus souvent qui est hyper vascularisée, donc elle prend le Doppler couleur. Voilà des exemples, vous voyez un CHC nodulaire ici, un autre infiltrant diffus sur l'image du bas. Autre exemple, on a donc un CHC nodulaire, donc lésion hétérogène avec une capsule périphérique sur l'échographie, vous voyez donc une thrombose du tramporte qui est élargie, siège de matériel échogène, ce qui réconforte le diagnostic de la tumeur hépatocellulaire.
Si on réalise une échographie de contraste, c'est une image qui revient à mon ami professeur Al-Hajjam de l'hôpital Ambroise Paré. Donc une échographie de contraste où ici vous voyez un CHC nodulaire qui est hypervasculaire. Voilà, avant injection du produit de contraste échographique. Après injection, vous voyez qu'il y a une prise de contraste intense au temps précoce, donc témoignant d'une hypervascularisation. Donc, le scanner va permettre non seulement de faire le diagnostic positif, mais également le bilan d'extension de ces lésions. Il s'agit généralement d'une masse qui est hypodense, très hétérogène, et qui va se rehausser de façon intense au temps artériel et généralement qui va se laver au temps portal. Donc, cette cinétique, elle est capitale, elle est très importante, ce qu'on appelle le wash-in et le wash-out. Donc, le wash-in au temps artériel précoce, le wash-out au temps portal. Ceci, quand il s'agit d'un foie de cirrhose, ça oriente fortement vers le diagnostic de carcinome hépatocellulaire. Donc il faut rechercher aussi une capsule donc limitant cette lésion tumorale, également une thrombose portale qui va également orienter, et les signes de cirrhose comme on en a déjà parlé à l'échographie. Voilà, donc sur le scanner au temps artériel, vous avez donc un aspect de nodule très importante, vascularisation, hypervascularisation au temps portal avec un aspect hétérogène du parenchyme avoisinant. Un autre aspect de CHC nodulaire avec le wash-in, wash-out. Vous voyez ici la masse avant injection de produits de contraste, en contraste spontané. Après injection, vous avez une prise de contraste qui est intense et très hétérogène. Au temps portal, on a un wash-out ou un lavage, donc au temps tardif. L'IRM donc, va nous détecter les petites lésions sur les foies de cirrhose. Surtout, elle va aider à faire la part entre les nodules dysplasiques et les nodules de carcinome hépatocellulaire. Là encore, avec la cinétique vasculaire, elle est exactement la même. Donc, on recherche une prise de contraste intense au temps artériel avec un lavage au temps portal. Là, vous voyez donc un exemple de lésion nodulaire intrahépatique. Voilà d'autres exemples. Donc, en hyposignal T1, voilà la prise de contraste au temps artériel. La lésion est en hypo T1 hyper T2, prise de contraste intense au temps artériel et un lavage au temps tardif avec la visualisation de la capsule fibreuse qui retient le produit de contraste plus longtemps que le reste de la lésion. Donc ça, c'était pour le carcinome hépatocellulaire. On passe à la deuxième lésion tumorale primitive du foie, qui est le lymphome. Donc généralement, le lymphome primitif, il est exceptionnel au niveau hépatique. C'est plus souvent les formes secondaires qu'on va rencontrer. Donc, il s'agit soit d'une atteinte infiltrante, donc une hépatomégalie diffuse, soit d'une atteinte nodulaire. Alors, les nodules, généralement, ce sont des nodules hypoéchogènes, hypodenses, qu'on va donc visualiser sur l'ensemble du foie. Le scanner, bien sûr, va permettre le bilan d'extension à la recherche d'une autre atteinte ganglionnaire ou parenchymateuse, donc ailleurs. D'autres tumeurs peuvent toucher le foie, elles sont très rares, donc c'est une liste non exhaustive, mais vous avez soit les cholangiocarcinomes intrahépatiques, soit les carcinomes fibrolamellaires qui peuvent survenir sur des foies sains, les angiosarcomes et autres, donc les lésions tumorales sont fréquentes, mais ça reste rare. Donc on passe au chapitre des tumeurs bénignes du foie. Donc on va commencer par la tumeur la plus fréquente qui est l'angiome hépatique. Donc l'angiome hépatique, souvent de découverte fortuite, est beaucoup plus fréquent chez la femme par rapport à l'homme. Alors à l'échographie, son aspect il est typique. Il s'agit d'un nodule hyperéchogène qui va siéger soit en sous-capsulaire, soit à voisinage d'une structure vasculaire. Il est hyperéchogène, homogène, donc de contours légèrement lobulés, parfois avec un renforcement des échos en arrière. Il faut savoir que si on allume le Doppler, il n'y a pas de signal Doppler vu le flux très lent au sein de cette lésion. Alors, généralement, ces lésions, si elles sont inférieures à 3 cm, on envisage une surveillance échographique. Si le patient, bien sûr, il est asymptomatique, il n'est pas connu porteur de cancer. Si on a des lésions beaucoup plus volumineuses, là, on peut s'aider des autres techniques pour confirmer le diagnostic. Vous avez ici des exemples. Donc, une image lobulée
hyperéchogène, homogène, avec un discret renforcement des échos en arrière. Donc elle est de siège sous-capsulaire. Là, par contre, vous avez une petite lésion qui est juxtavasculaire. Voilà d'autres exemples. Des lésions multiples, donc la multiplicité des lésions angiomateuses donc, est en faveur également du diagnostic. Voilà, vous avez donc des lésions lobulées, hyperéchogènes, avec un discret à renforcement postérieur. Autre exemple où elle est juxtavasculaire. Voilà, donc sur ces différentes images. Le diagnostic est différentiel, bien sûr, de ces lésions, c'est essentiellement les métastases hyperéchogènes, surtout si elles sont multiples. Donc là, il faut faire l'enquête étiologique, au moindre doute, confirmer la nature de ces lésions, donc en réalisant un scanner ou une IRM selon la disponibilité des machines. Alors, si on réalise un scanner, généralement, donc c'est un angioscanner avec les différents temps vasculaires dont on a parlé au départ. C'est important. Donc, ce scanner va être réalisé en cas d'atypie à l'échographie, donc c'est un signe qui manque parmi ceux dont on a parlé, ou si l'angiome est de grande taille. Donc l'aspect de l'angiome est caractéristique au scanner, donc ce qui permet le diagnostic positif le plus souvent. Donc il s'agit d'une lésion qui est spontanément hypodense, qui va se rehausser au temps artériel précoce en mode périphérique, donc on a des lésions discontinues, enfin une prise de contraste qui est discontinue en périphérie, puis au temps portal, la lésion continue à se remplir de la périphérie vers le centre pour arriver à la fin, au temps tardif, à une homogénéisation de la lésion qui a entièrement pris le produit de contraste. Ceci est fortement évocateur d'un angiome. Là où on a des exemples en images pour mieux comprendre. Donc vous avez la lésion qui est hypodense avant injection. Au temps précoce, remarquez donc la prise de contraste périphérique de façon discontinue en mode. Au temps portal, on a un remplissage centripète. Et puis, au temps tardif, on a pratiquement une homogénéisation avec une prise de contraste totale de l'image, de la lésion. Voilà, sur l'IRM, c'est exactement la même cinétique qu'on va retrouver. Donc l'IRM hépatique, vous avez la lésion qui est en hyposignal T1, fort hypersignal sur la séquence T2, et surtout, on a un rehaussement en périphérie au temps artériel avec un remplissage centripète de la périphérie vers le centre, et donc un remplissage quasi complet ici de la lésion. Il faut savoir que si les angiomes sont très volumineux, le remplissage n'est pas toujours complet de la lésion, comme c'est le cas ici. Donc l'aspect de l'angiome, il est caractéristique en scanner, en IRM, donc il ne faut pas hésiter, quand le volume de la lésion le permet, de compléter l'examen échographique afin de confirmer donc ce diagnostic. Autre tumeur bénigne, donc c'est les adénomes hépatocytaires. Là, c'est aussi des lésions qui touchent essentiellement la femme, qui était sous contraceptifs oraux pendant une durée longue. Donc, ces lésions peuvent se manifester soit par des douleurs ou par une rupture, donc des douleurs intenses. Si elles seront, donc, ils vont être responsables d'une hémorragie. Alors, le risque de ces lésions tumorales, c'est la dégénérescence. D'où l'intérêt d'en faire le diagnostic et de proposer directement la patiente à la chirurgie, donc pour les enlever. Donc, l'imagerie, malheureusement, n'a aucun aspect caractéristique, ni en échographie, ni en scanner, ni en IRM. Ce sont des lésions hépatocytaires, donc c'est des lésions qui se rehaussent fortement au temps artériel précoce, mais il n'y a pas d'autre signe qui va confirmer le diagnostic à part l'histologie et donc le recours à la biopsie hépatique. Voilà des exemples donc, où on a la lésion donc, en hyposignal sur le T1 et le T2 avec un discret rehaussement après injection de produits de contraste, comme j'ai dit, aucune caractéristique. Troisième lésion nodulaire bénigne, c'est l'hyperplasie nodulaire focale. Là aussi, c'est des tumeurs rares qui touchent essentiellement les femmes. Le diagnostic peut s'avérer difficile, donc à l'échographie. Donc, on a souvent recours à un scanner ou une IRM pour poser le diagnostic. Alors, généralement, c'est des lésions isoéchogènes, isodenses et en isosignal sur l'IRM, qui se rehaussent de façon intense après injection, mais surtout qui gardent une cicatrice centrale fibreuse qui est caractéristique de ces lésions tumorales. Donc vous l'avez ici à l'échographie, on voit la cicatrice de cette hyperplasie. Sur le scanner, la même chose, on a une cicatrice qui apparaît au départ
hypodense avec rehaussement de la masse. Si on fait un temps tardif, elle va retenir le produit de contraste. Voilà, sur l'IRM, la même chose, on a une lésion qui se rehausse après injection de produit de contraste avec une cicatrice fibreuse, étoilée au centre, orientant vers le diagnostic d'une hyperplasie nodulaire focale. Donc ça, c'était pour les lésions tumorales solides. Il y a aussi les lésions kystiques. Donc on va parler des lésions kystiques, notamment du kyste biliaire. Donc kyste biliaire est généralement fréquent. C'est un kyste qui est simple, qui a contenu séreux, souvent asymptomatique et de découverte fortuite. Donc c'est un kyste qui peut être unique ou multiple. Alors l'échographie en fait le diagnostic de façon assez simple. Il s'agit d'une image anéchogène pure, avec un renforcement des échos en arrière. Il faut savoir qu'il a une paroi qui est anfractueuse, qui est à peine visible à l'échographie. Au scanner, c'est une lésion hypodense non rehaussée par le produit de contraste. Et en IRM, c'est une lésion kystique qui est en hyposignal T1, hypersignal T2, sans rehaussement après injection de produit de contraste. Le principal diagnostic différentiel de ces lésions kystiques, quand elles sont pures anéchogènes, c'est le kystidatique type 1. Donc un exemple ici de lésion kystique cloisonnée avec un renforcement des échos en arrière. Sur le scanner après injection, vous voyez les lésions multiples kystiques de contour anfractueux sans rehaussement de la paroi après injection. Voilà également en IRM, en hyposignal T1, fort hypersignal T2 sans rehaussement après injection de gadolinium. Donc on passe à la pathologie infectieuse et parasitaire. Donc on va parler de l'abcès hépatique. Le tableau clinique il est très évocateur. Il s'agit d'une hépatomégalie douloureuse et fébrile, donc avec une augmentation des blancs sur l'ANFS. L'échographie elle est caractéristique quand elle trouve une lésion qui est hypoéchogène avec des limites floues, un renforcement postérieur des échos. À côté bien sûr du tableau clinique, cela doit orienter vers le diagnostic d'abcès. Bien sûr, cela ne prédit pas de l'origine de l'abcès. Le scanner va montrer une lésion également hypodense avec généralement une prise de contraste périphérique. Donc là, l'aspect d'un abcès hypoéchogène au scanner, donc hypodense avec un rehaussement périphérique de la lésion. Le tableau clinique, bien sûr, c'est lui qui orientera le diagnostic. Deuxième entité parasitaire, c'est les kystidatiques, encore fréquents dans notre pays, donc c'est un pays d'endémie. Le diagnostic échographique repose encore sur la classification de Rabi, la classification des kystidatiques. On peut s'aider de la sérologie hydatique quand on a des doutes diagnostiques. L'imagerie en coupe n'est utile essentiellement si on recherche des complications, notamment la rupture, la surinfection, la fissuration, ou pour faire le diagnostic différence avec les autres lésions. Alors les kystidatiques en échographie, donc la classification de Rabi elle est assez simple. Les kystidatiques type 1, ce sont des kystes univésiculaires. Il faut les différencier du kyste biliaire. Le 2, c'est des kystes avec décollement de la membrane proligère. Le type 3, c'est un kyste qui est multivésiculaire. Le type 4, qui pose des problèmes de diagnostic différentiel vu son aspect hétérogène, donc avec les abcès, avec les tumeurs nécrosées. Il faut rechercher des images de membrane hydatique au sein de ce kyste qui peuvent orienter vers le diagnostic. Et bien sûr, le kyste type 5, qui est un kyste mort, qui est un kyste calcifié en totalité, donc va apparaître sous forme d'une image hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Voilà donc sur un kystidatique type 1, donc vous voyez la lésion anéchogène avec un renforcement des échos en arrière. On peut voir un fin sable hydatique en son sein. Un kystidatique type 2 avec décollement de la membrane proligère, donc comme vous voyez là, donc une membrane qui flotte à l'intérieur de ce kyste anéchogène. L'aspect multivésiculaire est assez caractéristique également du kystidatique type 3. Voilà un aspect de kyste type 4, donc très hétérogène, avec la présence de membranes ondulées en son sein sous forme serpigineuse, donc orientant fortement vers le diagnostic de kystidatique. Le type 5 donne des calcifications qui peuvent être visibles déjà sur l'ASP, comme on l'a dit tout à l'heure.
Alors, le scanner apporte également des éléments, comme on a dit, quand on suspecte une surinfection pour faire le diagnostic différentiel. Donc, les aspects sont un peu similaires à ceux qu'on a vus en échographie, c'est-à-dire c'est une lésion kystique non rehaussée après injection de produits de contraste qui peut présenter soit des membranes en son sein, soit des vésicules filles à l'intérieur, soit des calcifications, donc périphériques, au central de ce kyste. Voilà des images donc, de calcification pariétale, d'autres de lésions hydatiques avec des vésicules filles sur l'IRM, donc un aspect multivésiculaire en hypersignal T2. Voilà, donc on a passé en revue les principales pathologies hépatiques. Donc encore une fois, à retenir que l'échographie, c'est l'examen de référence, c'est l'examen de première intention, malgré l'évolution des autres moyens d'exploration. Elle est souvent suffisante au diagnostic. Le scanner et l'IRM donc, vont être décidés en fonction de la disponibilité, en fonction du plateau technique disponible, puis en fonction de la pathologie qu'on recherche. C'est essentiellement pour la pathologie tumorale, c'est dans les bilans préopératoire et à chaque fois qu'on a un doute diagnostique. Je vous remercie.